Bonjour, bienvenue dans ce nouveau point de vue où l'on aime le débat et la politique. Côté politique, on est servi aujourd'hui avec cette grogne qui monte dans le parti présidentiel. À la veille du congrès de Lyon, des marcheurs se rebiffent. On verra si ce mouvement d'humeur peut faire tache d'huile. Politique toujours avec le programme d'Emmanuel Macron pour la banlieue. Un plan que le président a longuement présenté ce matin à Tourcoing, dans le Nord. Un plan de plus ou un vrai changement dans l'approche des banlieues. On verra ce qu'on en pense ici, autour de ce plateau. N'hésitez pas à nous dire, vous aussi, internautes, comment vous réagissez. Politique et fiscalité aussi, avec cette bourde à 10 milliards d'euros. C'est l'addition salée de la taxe sur les dividendes. Mais foi de l'inspection générale des finances, personne n'est à blâmer, ni Bercy, ni l'Élysée, où un certain Emmanuel Macron occupait alors le poste de secrétaire général adjoint, notamment chargé de l'économie. On va en parler. Quant à la poupée Barbie, fait-elle de la politique? En tout cas, elle s'affiche désormais voilée, avec derrière son voile sans doute beaucoup de marketing et peut-être un peu d'idéologie. Bonjour Adélaïde Zulfikar-Passic, bienvenue dans Point de vue. Vous êtes directrice de BVA Opinion et vous allez nous éclairer sur tous ces sujets politiques. Merci. À côté de vous, Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter. Bonjour Jean-Marc, et on attend votre point de vue. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, professeur à Sciences Po, et vous avez fait aussi de la politique, puisqu'en 2015, vous étiez candidat Les Républicains en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Bonjour Marc Landré. Bonjour. Politique, économie, sujet de société, vous êtes tout terrain, même si votre sport favori, c'est l'économie. C'est le football. C'est le football, on va en parler aussi. Et vous êtes rédacteur en chef du service Économie France du Figaro. Alors, à 4 jours du congrès de La République En Marche, la grogne monte, la démobilisation gagne, une centaine de marcheurs s'apprêtent à claquer la porte. En un mot, ils dénoncent le manque de démocratie dans le mouvement. Le premier congrès de La République En Marche annonce peut-être un peu morose. Votre avis, Jean-Marc Four, ça y est, La République En Marche rentre dans le rang, ça devient un parti comme un autre avec de la contestation interne? Je crois qu'on confond nouveau et différent. Est-ce un parti nouveau? Oui, c'est un parti nouveau. Il est né de toutes pièces autour d'Emmanuel Macron et a remporté les élections législatives. Donc oui, c'est un parti nouveau qui a fait d'ailleurs émerger de nouvelles personnalités, personnels politiques issus de la société civile, enfin bon, qui a renouvelé le personnel politique à l'Assemblée, c'est indéniable. Donc nouveau, oui. Différent, non, parce que je pense que mécaniquement, de toute façon, les institutions de la Ve République font que vous allez avoir un parti qui, dès l'instant où c'est le parti majoritaire à fortiori, en fait, il est piloté depuis l'Élysée dans l'intérêt principal d'un homme et de sa politique, en l'occurrence Emmanuel Macron. Donc je pense qu'on a peut-être on a confondu nouveau et différent. Voilà. Est-ce un parti nouveau? Oui. Différent? Non, pas nécessairement. Dominique Régnier, un parti piloté de l'Élysée, normal? Ça, c'est normal, en effet, oui. Enfin, c'est normal, c'est le fonctionnement de cette vie politique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que on est tous d'accord pour observer la crise des organisations politiques, des organisations collectives. Les syndicats ne font pas exception, d'ailleurs, même si on en parle moins. On sait que c'est nécessaire à la démocratie, mais on ne trouve pas encore la bonne formule. Beaucoup de choses sont tentées à l'échelle de l'Europe, y compris des mouvements qui s'organisent de manière extraordinairement intime à partir du numérique. Par exemple, le mouvement 5 étoiles en Italie, qui est probablement le plus avancé dans ce domaine, mais ça reste un parti très autoritaire et dirigé par un chef absolument tyrannique, qui est Beppe Grillo. Et donc on peut avoir le digital et l'horizontal à l'apparence avec à la fin un chef dictatorial. Et là, ce qui se passe à En Marche, c'est une crise... C'est une crise quand même, ou oui, c'est anecdotique? Non, mais c'est une crise, comme il en arrive désormais dans toutes les organisations collectives, quelles qu'elles soient. Il y a eu ça il n'y a pas très longtemps au Front National. Mais c'est le premier grain de sable. Oui, ça veut dire, c'est ce qui a été dit à l'instant, ça veut dire que c'est un parti qui, quoique nouveau, n'échappe pas aux lois qui, aujourd'hui, sont les lois d'Airain d'ailleurs, qui ont été déjà énoncées en 1913, qui n'échappent pas aux lois de l'organisation politique. C'est une organisation disciplinée, hiérarchisée, de type aristocratique. Caporalisation, le terme est employé, on va le voir, il y a des termes par ces 100 contestataires. C'est un peu vrai, ça rejoint ce que vous disiez sur le fait que c'est un parti ou un mouvement qui est piloté l'Élysée. En revanche, ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Jean-Marc Four, c'est que si on a confondu nouveau et différent, c'est aussi parce que Emmanuel Macron l'a positionné comme tel. Il y avait quand même une espèce de volonté affirmée de dire ce n'est pas un parti, d'ailleurs ça s'appelle un mouvement. Il est différent, même si quand on regarde les statuts qui ont été déposés au moment où le mouvement a été créé. D'ailleurs, il y a 2 associations différentes, mais il y en a une qui s'appelle Association pour le financement du parti. Donc dès le départ, en dépit des ambitions affichées
clichés et de la bonne volonté, c'est quand même un parti assez traditionnel. Alors effectivement, on le voyait à l'écran, on peut le remettre, fonctionnement vertical, gouvernance d'élite, organisation digne de l'ancien régime, mépris idéologique, qualificatif. Rien de nouveau sous le soleil, même Marc. pour En Marche, parce que rappelez-vous la désignation des candidats En Marche pour les législatives. Il y avait exactement les mêmes vocables qui étaient utilisés parce que, soi-disant qu'il y avait eu un grand brainstorming d'une commission présidée par Jean-Paul Delevoye, et au final, il y avait des gens qui n'avaient pas été informés, qui n'avaient pas été retenus, d'autres qui n'étaient pas présentés, qui avaient été désignés. Enfin, c'était une espèce de simulacre, alors le mot est peut-être un peu fort, mais de simulacre de démocratie participative ou de remontée de la base pour finalement le choix d'un homme, pour un homme et pour une seule politique. Donc au final, je suis d'accord avec vous, la nouveauté, la différence, mais en vérité, on est déjà dans l'ancien monde de ce qui s'est passé il y a 5 mois. Après, il ne faut pas oublier que, Jean-Marc Pour le disait, c'est important, il ne faut pas oublier que d'abord c'est une association En Marche, avant d'être un parti. Et Emmanuel Macron a gagné la présidentielle avec une association, pas un parti. C'est quand même inédit, ça, et il faut quand même le rappeler. Mais ils ont fait émerger à l'Assemblée énormément de nouveaux visages. L'Assemblée est quand même plus proche de la France réelle qu'elle ne l'était jusque-là. On s'est même beaucoup moqué dans les médias ou autres de la maladresse, du caractère ingénu, naïf de ces nouveaux, qui précisément étaient des débutants, donc ne connaissaient pas tous les codes, et c'était plutôt, je dirais, réjouissant de cette manière. Ça correspondait aussi à ce qu'on espérait autrefois, enfin un petit peu avant. Et donc il y a quand même déjà cet apport-là qui est à mettre au bénéfice de cette nouvelle organisation, qui maintenant rentre dans le dur, qui est d'arriver, et j'imagine que ça va être le grand rendez-vous d'En Marche maintenant, à voir des élus aux élections européennes, aux élections locales, parce que c'est ça qui est important, sinon ça n'existe pas un parti. De se banaliser, en fait. D'avoir des élus partout sur le territoire pour être des réseaux, des relais, des points d'appui, des points d'inspiration. Mais s'il n'y a pas une machine... Ça ne peut pas faire juste se dégonfler de, je ne sais plus, je crois que c'est 350 000 adhérents. Faux adhérents, on ne paye pas, c'est un clic. Dans ce cas-là, tous les journalistes qui ont cliqué pour recevoir les informations. Et d'ailleurs, je trouve qu'on devrait le dire, ça. On le dit. Je veux dire que ça pose un problème, c'est une blague. Mais du coup, oui, ça ne peut pas se dégonfler aussi vite que c'est monté? Si, c'est possible, bien sûr. C'est tellement fragile. Et puis ça arrive à un moment où, encore une fois, c'est phénoménal de voir. Il n'y a pas un pays aujourd'hui démocratique qui n'est pas confronté à la crise des organisations politiques. C'est absolument phénoménal. Grande démocratie, petite démocratie, parti dominant, mais petit, devenu petit ou moyen, parti. Regardez en Allemagne, regardez partout en Autriche. Il n'y a pas le Royaume-Uni. Ils ont l'air d'avoir retrouvé de leur force, mais ils n'arrivent même pas à gouverner, à faire des majorités. Il faut acheter des députés pour avoir des majorités. C'est vraiment ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Donc c'est vraiment un phénomène très passionnant et historique. Fin d'un cycle qui a commencé à la fin du XIXe siècle. En Marche, il y a une forme de renouveau, ça a été dit. Maintenant, ils n'ont pas encore trouvé les clés. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à les trouver. Hein. Mais cette nomination de Castaner samedi, élection, désignation, ça peut là aussi quand même, ça commence déjà à susciter pas mal de remous. Il risque d'être mal élu parce que trop bien élu justement. Alors moi, à la question précédente, et c'est aussi une façon de vous répondre là, je dirais oui et non. C'est-à-dire oui, ça peut faire cheat dans le sens où il y a eu un tel appel d'air que ça a aussi créé un espoir, presque une illusion. C'est l'idée du bottom-up. Hein, on va la retrouver d'ailleurs sur les banlieues un peu. C'est-à-dire que comme les réseaux sociaux, si vous voulez, tout d'un coup, ce qui arrive de la base va émerger, on va tous avoir droit au chapitre, etc. Il y a un moment donné, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc forcément, hop, le soufflet redescend un peu. En même temps, l'objectif précisément de la Convention à Lyon est aussi de s'organiser. Et il faut bien que mouvement, parti, peu importe comment on l'appelle, il s'organise pour structurer sa présence politique, structurer sa présence dans les instances locales, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc il faut bien aussi qu'il s'organise un minimum. Donc de ce point de vue-là, je dirais non, ça ne va pas faire pchit, parce que c'est précisément l'objet, c'est de se structurer. En l'occurrence, c'est Christophe Castaner qui s'est vu confier par Emmanuel Macron, parce que c'est bien ça qui s'est passé, les rênes de l'appareil, mais il y a bien une volonté de se structurer pour précisément aussi ne pas faire pchit. On va, à ce propos, écouter François Rebsamen, maire socialiste de Dijon. Il était ce matin l'invité du Talk du Figaro. Il était interviewé par Mathilde Sirot et on va voir ce qu'il dit sur les partis. Moi, je pense que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc, ils sont indispensables à la démocratie. Donc, c'est d'ailleurs bien qu'ils votent dans ces partis-là. Hein. On ne désigne pas comme ça, je crois. C'est mieux de voter, d'apprendre à voter, etc. D'apprendre la démocratie dans les partis. La démocratie n'est pas en marche, c'est le titre de leur tribune. Mais la démocratie sera en marche le jour où ils voteront pour élire leur propre responsable.
Donc c'est l'exercice de la démocratie, Adélaïde ? Oui, c'est l'exercice de la démocratie avec une question centrale puisqu'on parle d'un parti ou d'un mouvement qui est nouveau, qui se structure, qui est quand même la question de son rôle, le rôle qu'il se donne s'il veut se différencier des autres partis, et notamment le rôle qu'il a par rapport à Emmanuel Macron, puisque un parti, assez traditionnellement, ça a aussi, alors ça a plusieurs rôles, celui notamment de sélectionner des candidats, de remporter des élections, mais il y a aussi un rôle fondamental qui est l'animation du débat public. Et la question pour La République En Marche, c'est comment est-ce qu'il anime le débat public en ayant une indépendance par rapport au président de la République. Et donc il y a quand même dans cette structuration qui, effectivement, je suis d'accord avec Jean-Marc Four, ça s'ouvre, c'est les prémices, c'est le début, donc il y a beaucoup de choses qui sont encore mouvantes. Cette question, elle est assez centrale. Ouais. À ce propos, Christophe Castaner qui resterait au gouvernement, c'est un problème ? Ah oui, c'est un problème. Bah, ça, je pense qu'il faudra qu'il choisisse quand même. Oui. C'est pas le chemin, enfin on voit qu'il ne sera plus porte-parole, mais est-ce qu'il resterait secrétaire de... Ça me paraît difficile quand même d'être, je ne sais pas, chef de parti, membre du gouvernement, ça me paraît difficile peut-être. Ça va être compliqué pour le parti de critiquer ou d'orienter le gouvernement lorsque oui. son chef est en même temps ministre. Enfin, oui. Ça semble C'est un compliqué. peu schizophrénique comme... Et puis tout le travail qu'il y a à faire en termes d'organisation, de structuration, c'est sans doute un job à temps plein, sur plein, parce que... Puis l'argument qui consiste à dénoncer le culte de la personnalité, pardon, mais on découvre un peu la Lune. Enfin, d'abord, encore une fois, sous la Ve République, De Gaulle, Mitterrand, Sarkozy, enfin tout le monde a piloté le parti majoritaire depuis l'Élysée. Enfin, les chefs de l'État l'ont fait avant Emmanuel Macron. Premier point. Et puis deuxième point, dans le cas particulier d'Emmanuel Macron, si on dit qu'il y a culte de la personnalité, ben oui, on découvre un peu la Lune, mais c'est un peu vrai. Enfin, oui, au sein de la République En Marche, d'ailleurs au sein de la France aussi, en général, il y a un peu de culte de la personnalité d'Emmanuel Macron, qui en plus est un président qui lui-même revendique le fait qu'il veut centraliser un certain nombre de décisions, qu'il veut les prendre lui-même, et donc voilà. Finalement, il n'y a que Hollande qui a dérogé à la règle. Il n'y avait pas de culte de personnalité au PS. C'est tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. Mais quand même, je reviens juste sur le point, le fait que samedi, on va élire un collège va élire Christophe Castaner. Désigné. Oui, sans que ça soit tous les adhérents, mais un certain nombre d'élus, les ministres qui votent, c'est quelques militants triés sur le volet, c'est pas problématique. Ça dépend. Moi, ce qu'a dit François Rebsamen est inexact. Les partis concourent à l'expression du suffrage dans le cadre des élections qu'ils concourent à organiser. Mais ça ne veut pas dire qu'un parti qui n'a pas d'élection interne n'est pas un parti démocratique. Les organisations, ça c'est une espèce... Je sais que ça va contre les idées qu'on a spontanément aujourd'hui, et c'est un peu dommage parce que ça mériterait examen. Les organisations politiques comme les partis ne sont pas nécessairement organisées sur une base de démocratie interne. C'est pas nécessaire. On peut tout à fait être un parti démocratique sans avoir des élections internes. Et quand il y a des élections internes, c'est pas toujours des élections qui se déroulent de manière saine, de manière transparente. Enfin, il y a eu beaucoup de cas comme ça qui l'ont montré. En 2012, à droite comme à gauche. Oui, absolument. Ou le PS. Non, puis en plus, pour suivre ce que dit Dominique, vous allez avoir, on a eu des élections qui étaient très démocratiques sur des primaires qui étaient ouvertes en dehors des partis. On a vu où est-ce que ça a conduit les 10 partis. Je veux dire, c'est-à-dire nulle part, ou alors dans des limbes dont ça va être très difficile pour eux de se relever. Après, en l'occurrence, que ce soit un collège ad hoc ou pas un collège, on a vu beaucoup de candidats à la présidentielle qui ont été désignés par un petit collège interne dans des partis sans que la base soit consultée bien avant les primaires et qu'on leur demande leur opinion. Et personne ne doit trouver à redire. Par exemple, Emmanuel Macron. Par exemple. Adélaïde. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on pose la question en substance, est-ce que La République En Marche est un parti en voie de normalisation, de banalisation ? Et on pourrait renverser un petit peu le questionnement, parce que est-ce que c'est pas finalement La République En Marche qui joue aujourd'hui un peu le rôle que doivent jouer les partis, à savoir faire émerger des nouvelles têtes, faire émerger des nouvelles idées, quand on voit que les autres partis sont pour certains assez englués dans leur querelle, dans leur reconstruction, c'est assez intéressant de voir, renverser le prisme et de voir les choses de l'autre côté. Oui, à ceci près qu'à chaque fois qu'il y a des espèces non pas de raz-de-marée politique, mais qu'il y a un parti qui est balayé du pouvoir, vous avez des nouvelles têtes et de nouvelles idées qui arrivent au pouvoir. Prenez 93, lorsque le PS a été balayé, il y a eu la vague bleue, il y a eu énormément de nouvelles têtes et de nouvelles idées qui sont apparues. Quand on a eu la droite qui a été balayée dans un niveau moindre en 97, c'est pareil, on a toute une génération qui est arrivée au pouvoir et avec des nouvelles têtes et des nouvelles idées. Donc je pense que c'est plus le moment avec cette vague que véritablement la construction d'un parti nouveau ou d'un mouvement, on l'appelle comme on veut, qui crée cette donne-là. C'est plus le fait qu'il y a un ras-le-bol et un dégagisme qui fait qu'on crée de nouvelles choses à côté.
Alors Emmanuel Macron, toujours. C'était un discours fleuve ce matin sur la banlieue. Un plan Marshall, ça on connaît, on l'a déjà entendu. En tout cas, le plan que le président a présenté ce matin n'a peut-être pas de nom, mais il est censé s'articuler autour de 2 idées fortes, l'ordre républicain et l'émancipation, ce sont ces termes des habitants. De grandes idées suivies de grands effets, ça c'est une autre question. On va d'abord écouter Emmanuel Macron ce matin. Il parlait à ce moment-là de lutte contre la radicalisation dans les quartiers. On l'écoute. On ne rend pas service à nos concitoyens quand on accepte que la République est démissionnée sur tout, y compris sur les règles de base de notre vie ensemble. C'est pourquoi, d'ici au début de l'année prochaine, une quinzaine de plans de lutte contre la radicalisation et d'activation d'une politique de déradicalisation seront non seulement présentés par le ministère de l'Intérieur et l'ensemble des ministères compétents, négociés avec les élus, avec des moyens supplémentaires, des fermetures de structures et une action résolue sur le terrain. Dominique Régnier, il vous a convaincu, Emmanuel Macron, avec une petite remarque préalable. Quand tout le passage sur la déradicalisation, il n'a jamais prononcé le mot d'islamiste. Une remarque, Oui, ça doit quand même y faire référence. Je ne pense pas qu'on craigne la radicalisation des catholiques dans les banlieues. Mais c'est le... Moi, on a une approche aujourd'hui qui est très marquée par la suspicion. La suspicion d'impuissance et c'est malheureusement enseignée par l'observation. Exactement. C'est ça qui est terrible. Parce que je n'ai pas entendu l'ensemble du discours. J'ai vu des points qui ont été soulignés par le président et l'extrait que vous venez de montrer là est plein d'intérêt. Des choses sont dites qui sont des vérités et qui n'ont pas toujours été dites. Et surtout pas, on n'a pas pris la peine de le dire là. Ça me paraît très important. Ce n'est pas la même chose de dénoncer les phénomènes de radicalisation ailleurs que là où ça se passe. Il y a un côté solennel là qui est intéressant. Il y a un côté respect, je trouve. Moi, je suis assez acheteur en tant que citoyen de cette façon de parler. Là où ça se passe, et de dire des choses qui sont qu'on n'ose pas dire quand on y est en réalité, parce que c'est ça aussi qui se produit tout le temps, quoi. Quand on est dans des quartiers, on n'ose pas trop parler de ça, de peur de froisser, et donc on sent bien qu'on est un peu sur le bout de la langue ou derrière la tête, mais ça ne sort pas vraiment. Là, au moins, c'est quand même quelque chose qui est dit. Sur l'émancipation que vous avez évoquée, c'est un vrai sujet. On a tenu ces quartiers, pardon de le dire comme ça, c'est pour aller vite qu'on dit les quartiers, on n'est pas content de cette formulation, elle a le mérite d'être claire, mais on a tenu ces quartiers dans une espèce de rapport qui me paraît, moi, relever d'une sorte de post-colonialisme ou d'un paternalisme insupportable, où au fond, c'est la logique du guichet. Vous venez demander une aide, on vous l'octroiera peut-être, on verra comment les choses se passent. L'idée de développement économique, c'est ça aussi l'émancipation. L'émancipation, c'est ça aussi. Voilà. Jean-Marc, vous êtes d'accord sur l'analyse faite par Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a le mérite de faire un descriptif du réel in situ qui est méritoire. Encore une fois, sans prononcer le mot islamiste. Bon, c'est peut-être... Oui, mais plus largement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ça dans son discours. Quand il dit in situ, effectivement, attention, il y a un problème de radicalisation, ça a le mérite d'être dit. In situ, quand il dit aussi in situ, j'ai envie de dire de l'autre côté, d'une certaine façon, il y a quand même un sérieux problème de discrimination à l'embauche et il est temps qu'on s'en occupe. Ça vaut aussi de le dire in situ. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, qui sont dites sur le terrain, au milieu de la population concernée. Ça me semble, moi, positif en tout cas. Après, on ne peut pas s'empêcher de penser effectivement que, bon, bah oui, il y a un plan de plus. Moi, je me suis amusé à compter en venant. En 25 ans, on en est à 18 ministres de la ville et à 14 ministres du logement. En 25 ans, et on est à un plan ville tous les 3 ans, en gros. C'est à peu près ça la moyenne. Le dernier, c'était après les attentats de 2015. C'était paré des oripeaux de la formule égalité et citoyenneté, mais enfin, c'est la même chose. Guillaume Tabar, ce matin, dans son contrepoint dans le Figaro, rappelait que le premier, c'est Olivier Guichard en 72, je crois, qui commence à parler des bars et des bars d'immeubles. J'en profite pour donner quelques réactions de nos internautes. Alors, il y a Jeanne-Marie qui nous dit « Macron se pencher sur les problèmes de banlieue, ha 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 ». Je ne sais pas si j'ai le bon ton, mais c'est à peu près ce que ça veut dire. Et puis, Flo Dupont, la démocratie n'est plus qu'une illusion quand on constate que le système... Alors, elle revient sur la polémique de La République En Marche. Quand on constate que le système électoral accepte un taux de 40% d'abstentionnisme. C'est un vrai sujet aussi. Pour en revenir aux banlieues, Adélaïde, là-dessus, effectivement, les plans qui succèdent et tout ça, il y a une espèce de lassitude de l'opinion.
Non, je ne suis pas sûre qu'il y ait une lassitude de l'opinion. En revanche, il y a peut-être une lassitude de l'opinion sur la... Enfin, oui, ça rejoint un peu ce que vous dites, sur la communication. Je voulais rebondir sur le propos de votre internaute. Quand elle dit Macron qui s'exprime sur les banlieues, ça fait aussi référence, sans doute, à ce que l'opinion peut percevoir en termes d'enjeux pour le président, en termes de posture et d'image. Le président des riches, le virage social, le côté exactement. Tout à coup, je me préoccupe des Voilà, pauvres. donc ça peut être perçu comme ça par l'opinion. Il a besoin de casser cette image. Alors, c'est pas forcément que le président des riches, c'est aussi le président qui s'adresse à une certaine partie de la France. Ouais, la France qui gagne, la France qui n'est pas... Voilà, et donc c'est un peu ça qu'il fait. Donc il faut effectivement, au-delà de la posture et de la communication, il faut qu'il y ait un récit derrière et un vrai objectif. Donc est-ce que c'est un plan de plus ou pas? Je ne suis pas en mesure de le dire, mais je pense que l'opinion, c'est plutôt sur ces ficelles-là qu'elle peut être lassée, plutôt que sur un plan de plus dans l'absolu. Alors, question par exemple sur une des mesures qui est brandie de façon emblématique, ce sont les emplois francs. Vous devancez le... Oui, parce que si on va sur le fond du plan, c'est quand même ça, il est intéressant. Alors, les emplois francs... Parce qu'on arrête... Enfin, je vais vite encore, mais enfin bon, les emplois aidés sont un peu dans le collimateur, on va dire. Les emplois francs sur les emplois francs qui ont échoué sous François Hollande, on est d'accord. Alors là, on nous dit on va les faire autrement. Il y aura moins de contraintes, donc cette fois, ça va peut-être marcher. Reste que, qu'est-ce que c'est que les emplois francs? C'est quand même de financer l'embauche en CDI ou en CDD de quelqu'un qui vient de l'un de ces quartiers défavorisés en aidant les entreprises qui les... C'est-à-dire c'est un chèque... Voilà, donc c'est pardonnez-moi le raccourci, mais c'est un peu un emploi aidé. Vous ne voyez pas la différence. Alors peut-être que Marc Landré va nous expliquer la différence entre les emplois francs et les emplois aidés. Ah, ce serait bien. Je vais en être incapable. Non, pas franc. C'est structurellement depuis les TUC. Oui. Chaque ministre, chaque exécutif doit avoir son dispositif d'emploi aidé. Alors après, destiné là aux jeunes, là au public en difficulté, là aux moins de 26 ans, là aux seniors. Il y avait même eu un plan en 2008-2009 par Laurent Wauquiez qui était pour les chômeurs de longue durée qui étaient vieux. Et qui allaient basculer, non plus basculer de l'indemnisation chômage au RSA. Donc vous voyez, on arrive à faire des choses très ciblées. Alors oui, ce sont ni plus ni moins que des emplois aidés qui vont donner lieu à un effet d'aubaine extraordinaire parce que des jeunes, oui, il y a un fort taux de chômage, c'est vrai, dans ces quartiers-là, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent de ces quartiers et qui sont embauchés dans des entreprises traditionnelles. Donc ces jeunes-là qui sont embauchés dans des entreprises traditionnelles, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh ben, ils vont recevoir un chèque là, de 7 500 € en CDI, et sinon, de 15 000 € en CDI et de 7 500 sur 3 ans. Et prenez McDo, par exemple. 5 000 € en... Prenez McDo. McDo qui va dans les lieux. Ils font comme Emmanuel Macron. Ils vont là où ça castagne, là où ils vont in situ. Ils embauchent qui, McDo, dans ces quartiers-là? Ils embauchent des jeunes des quartiers. Donc ça veut dire qu'ils y seraient allés de toute façon, mais là, ils vont bénéficier pour chaque embauche d'un chèque de 15 000 €. Donc l'effet d'aubaine, et on mesure d'ailleurs les effets d'aubaine, généralement entre 90 et 95% sur ce type d'emploi. Donc là, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Et donc ça aura les mêmes effets. Ça va coûter très cher. Ceci dit, pour l'instant, on est sur une expérimentation sur 2 ans qui va concerner 20 000 personnes sur 5 quartiers. Donc on a le temps de revenir en arrière. Mais on l'annonce aujourd'hui, sauf que ça a été voté la semaine dernière. Donc c'est une nouveauté géniale aujourd'hui, mais c'est amendement parlementaire depuis la semaine dernière qui a été voté sur le volume financier et le nombre de personnes. Vous parliez de castagne, il y en a une qui castagne bien, c'est Martine Aubry, maire de Lille, qui n'est pas franchement convaincue par le plan Macron. On va l'écouter. Moi, je suis totalement sceptique parce que je pense réellement que ce n'est pas une politique qui va mener vers la croissance et vers l'emploi. Je pense que c'est une politique qui est souvent brutale, par exemple les mesures sur le logement social. On n'a pas eu le temps de parler de l'ISF, mais quand on enlève autant sur le logement social pour baisser de 4 milliards l'ISF, on peut se demander où est l'intérêt économique, où est la modernité, si ce n'est le clientélisme dont il nous parle quand il parle des élus locaux. On l'a dit, là on revient sur la politique. Là. Elle fait de la politique, Martine Aubry, et c'est la jambe gauche d'Emmanuel Macron qu'elle veut scier. Si Martine Aubry castagnait pas, ça ne serait pas Martine Aubry. Mais je retiens les derniers mots de son intervention, de ce que vous avez sélectionné, c'est élus locaux. Parce que je pense que là, il y a un sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la mise en œuvre de ce plan, quelle qu'en soit la nature, la dimension, etc., il ne peut fonctionner en tout état de cause que si ça interface correctement avec les élus locaux. Or, il y a un certain nombre de contentieux aujourd'hui avec les élus locaux.
locaux. APL, justement emploi aidé. Donc est-ce que ça peut se mettre en mécanique avec les élus locaux? C'est là où il peut y avoir un sujet. C'est trop peu. C'est trop peu. C'est trop peu. 60 millions, c'est que dalle. C'est pas ça qui va renverser la vapeur par rapport aux élus locaux. Malheureusement, est-ce que le coup de main de Jean-Louis Borloo, qui a annoncé qu'il allait rejoindre et apporter toute sa force à Emmanuel Macron pour la mise en œuvre de ce plan, ça peut être un coup de pouce? Je pense que le coup de pouce peut être réel si on lui fait faire autre chose que... si on se concentre sur l'urbanisme et l'urbanisation. Oui. Parce que c'est le seul truc qui intéresse Jean-Louis Borloo. L'ANRU, l'Agence nationale c'est de construire, c'est de rénover physiquement ces quartiers. Il a été effectivement à l'origine du plan d'il y a plus de 10 ans, entamé sous Raffarin, continué sous Villepin. C'était un Grenelle à l'époque avec un grand New Deal et effectivement la création de l'ANRU avec des milliards déversés pour refaire les barres d'immeubles. Ça a eu un effet. On dit toujours, vrai ou faux, que Valenciennes, ça a marché. À Valenciennes, ça a marché aussi ailleurs. Je veux dire, dans tous les quartiers, aujourd'hui, la physionomie de tes quartiers n'est plus la même. Physiquement, les quartiers ne ressemblent plus à la même chose. Et on le voit, il suffit de passer en voiture, ou en tram, ou en métro, ou en bus, dans ces quartiers. Ils n'ont plus le même visage aujourd'hui que ce qu'ils avaient il y a 10-15 ans. Et c'est vrai que... Mais ce n'est pas pour autant que l'insécurité est reculée, ce n'est pas pour autant que l'emploi s'y est développé. On a simplement mis des fleurs là où il y avait du béton. Après, ça ne change pas fondamentalement la donne. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, j'avais participé l'année dernière aux journées du renouvellement urbain qui étaient organisées par l'ANRU et on avait interrogé les habitants de ces quartiers qui avaient bénéficié justement du plan et c'était exactement ce qu'ils nous disaient. Ils ont perçu vraiment les améliorations de façon notable en termes de confort de vie, cadre de vie, mais ils pointaient du doigt effectivement deux sujets phares pour l'avenir qui étaient le sentiment de sécurité et l'emploi. Et pour revenir sur ce qui a été dit, là où les Français peuvent avoir le sentiment qu'on est un peu justement dans du saupoudrage et un énième plan, c'est les contradictions qui peuvent être perçues. Je rejoins Marfour, je pense que sur la question de emploi franc, emploi aidé, moi je suis à la place des Français et de l'opinion, j'ai l'impression qu'on a détricoté quelque chose pour faire un effet d'annonce en face. Et pareil sur les APL, ce que disent aujourd'hui les bailleurs sociaux, c'est qu'en devant compenser la baisse des APL dans les logements sociaux, et on va complètement entraver leur capacité d'investissement, de construction, de rénovation des logements. Et donc du coup, tout ça peut apparaître un peu contradictoire et comme étant plutôt de la communication et de l'opportunisme plutôt qu'une vraie politique menée et pensée pour les quartiers et pour la ville. On parlait de Jean-Louis Borloo, le technicien. C'est aussi, il ramène du monde en termes politiques. Borloo, derrière, il pèse? Il a une image qui est très positive dans l'opinion. Il est très... vous savez, c'est assez étonnant. Jean-Louis Borloo, c'est un des rares hommes politiques, je dis homme là, des rares hommes politiques qui, dans la rue, est salué, suscite l'empathie, la sympathie, on lui demande de ses nouvelles, etc. Donc c'est tout à fait curieux. Ils ne sont pas très nombreux à pouvoir créer ce sentiment-là spontanément. Et donc, il apporte peut-être une dimension qui... humaine. Voilà, avec cette espèce de chaleur, de bonhomie, et puis d'investissement personnel, de conviction aussi. Et puis ce qu'il a fait réellement. Donc, je pense que c'est plutôt très bien, ça, oui. Mais ça finit par s'additionner un peu, ces gens qui rejoignent d'une façon ou d'une autre, qui disent moi, je vais apporter ma main à la pâte, non, ça finit par faire un certain vous avez raison, mais l'addition il est en train de des bonnes volontés. Il est en train de se passer quelque chose, de toute façon. La recomposition politique se poursuit dans un sens qui est passionnant à observer, très impressionnant, parce que c'est peut-être sans retour ce qui est en train de se faire, là, et ça reconfigure très, très largement le système politique français. Ils avaient failli se rapprocher. Oui. Je crois que c'était dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Et finalement, Jean-Louis Borloo avait fait un peu ça. Garder l'idée. Oui. Voilà, et puis au final, ça ne s'est pas fait. Bon, c'est le sens de l'histoire que ça se fasse. Il a franchi s'il y a un axe Juppé... tout ça est assez cohérent dans le... Juppé-Macron, ça va dans le même sens. Absolument. Alors, la bourde fiscale, vous l'attendez, Marc Landré, je crois. Le rapport de l'Inspection générale des finances sur la taxe des dividendes est implacable, enfin, façon de parler, car on y apprend que la bourde serait due à un concours de circonstances, à des responsabilités plurielles, je cite, c'est ce qu'on appelle noyer le poisson, aucun nom n'est cité, et surtout pas celui d'Emmanuel Macron.
Marc Landré, petite question plus de forme. On sait que le rapport a été un peu réécrit, il devait être rendu vendredi dernier, et puis finalement, il a fallu attendre hier après-midi. Ouais. Le week-end, il s'est passé quoi? On a lissé, on a enlevé. Je pense qu'on a enlevé les coquilles, parce qu'il y a des virgules qui étaient mal placées. Et donc, pour rendre une copie propre, je pense qu'elle a été un petit peu lissée. Officiellement, ce qui nous a été dit quand on s'est renseigné pour savoir quand est-ce qu'effectivement on aurait ce rapport pour pouvoir le lire et l'analyser, c'était que Marie-Christine Le Petit, donc la chef de service de l'IGF, c'est elle-même qui a écrit le rapport, donc c'est vous dire si l'affaire est importante, mettait plus de temps à mettre le point final parce qu'elle avait mis plus de monde que prévu et que finalement les discussions avaient été plus importantes que ce qu'elle pensait. Donc du coup, ça prenait plus de temps. Bon, ça c'est pour la version officielle. La vraie version, c'est que j'allais dire Jean-Louis Borloo. Bruno Le Maire a fait une petite bourde en annonçant, en diligentant cette mission. Il l'a fait dans le Figaro. Il l'a dit avec des mots qui étaient très très forts, en parlant d'amateurisme de l'équipe précédente, en parlant de scandale d'État. Il fallait derrière quand même, il fallait alimenter. Le problème, c'est que de fait, l'amateurisme de l'équipe précédente, elle inclut le président de la République. Donc il fallait trouver les mots, il fallait trouver les expressions, il fallait trouver, je pense, le tact pour savoir l'en dégager, ce qui fait... On rêve un peu quand on lit d'un œil qui n'est pas celui d'un expert, mais de... Oui et non, dans le sens qu'il y a vraiment deux périodes dans cette histoire du fiasco de la taxe. Il y a l'an 1 qui est de 2012 à 2015 et l'an 2 après 2015. Et après, il faut savoir où était Emmanuel Macron dans ces deux périodes. La première période de la constitution de cette taxe, il n'y a pas... En tout cas, c'est ce qu'on lit dans le rapport de l'IGF et c'est ce qui ressort des gens que nous, on a pu aussi interroger sur la question. Il n'y a pas de notes d'administration officielle disant que cette taxe va dans le mur constitutionnellement. Il y a le bénéfice du doute, il pouvait très bien ne pas savoir. Il pouvait ne pas savoir. En tout cas, c'est-à-dire que l'information ne lui est pas remontée. Comme il n'y avait pas de problème a priori, ça a été géré au niveau des cabinets des ministres, ce n'est pas remonté jusqu'à l'Élysée pour trancher le fait de savoir s'il fallait faire cette taxe ou non, puisque en amont, il n'y avait pas de problème juridique a priori. La question est différente sur post-2015. Post-2015, on a le revirement de jurisprudence européenne. On a Christian Eckert qui lui-même dit lors d'une audition au Sénat il y a un problème juridique et là, rien n'est fait. Alors, ce que nous explique et le rapport et les gens, notamment moi, j'ai parlé pas plus tard que la semaine dernière avec un des ministres concernés, il a dit c'est simple, nous, on a reçu des notes de l'administration qui nous disaient de ne pas bouger. Oui, il y avait un problème juridique. Oui, il y avait un problème financier. Oui, la France serait condamnée à rembourser les contentieux. Sauf que comme il y avait le contentieux qui était en train d'être discuté auprès de la Cour de justice des communautés européennes, il ne fallait pas qu'on remette 10 balles dans la machine. On leur donne l'idée de nous condamner trop vite. Qu'on leur donne matière à nous condamner encore plus. Et je dirais en plus, et dernièrement, je dirais que tout le monde s'attendait à une censure du Conseil constitutionnel in fine, mais une censure partielle, Et pas là, elle intégrale. a été totale. Et en plus, Olivier Duhamel, qui souvent dans cette émission le rappelait, c'était l'idée que les intérêts moratoires étaient rétroactifs, ce qui a alourdi la facture fortement. Et qui oblige à payer en une seule fois et non pas en 10 ans décalé comme voulait faire le gouvernement. Avant qu'on poursuive, on écoute juste Guillaume Pelletier sur ce point. Guillaume Pelletier qui est député LR du Loir-et-Cher, fondateur de la France Forte. Il était ce matin sur France Info et il s'en prend aux technocrates. Emmanuel Macron aurait beaucoup à gagner à sortir d'un triptyque infernal, Bruxelles, Bercy, l'ENA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, les dirigeants français, depuis trop longtemps, à l'instar d'Emmanuel Macron, sont soumis à ce trio, c'est-à-dire les technocrates de Bruxelles qui décident à la place des peuples, Bercy, les vieux fermiers généraux qui imposent leur politique publique, quant à l'ENA, cette hyper-administration qui empêche les créations et toute la France des provinces de se lever. Jean-Marc, juste pour rebondir sur ce que disait Guillaume Pelletier, il y a un réflexe de corps quand même, on dit inspection générale des finances, Macron, inspecteur des finances, tout le monde se tient. Il y a une question, oui. Enfin, moi, je pense que c'est une question légitime, absolument, oui. D'ailleurs, Madame Le Petit, dans le préambule de ce rapport, écrit elle-même, je dis ça de mémoire, mais en gros, j'ai participé moi-même à la genèse de ce projet, la fameuse taxe, et donc, quelque part, il faut que vous lisiez ce qui va suivre, comme écrit par quelqu'un qui, d'une certaine façon, elle ne le dit pas comme ça, mais est juge et parti. Et c'est vrai que toutes les personnes incriminées viennent de l'IGF. Imaginons, prenons une comparaison, imaginons qu'il y ait une enquête sur le fair play financier au Paris Saint-Germain, puisqu'on va parler de football tout à l'heure, Marc Landré se prépare. Je sens que vous êtes impatient, là. Et qu'on confie l'enquête sur le fair play financier du Paris Saint-Germain au ministre des Finances du Qatar.
qu'est-ce qu'il va vous dire, le ministre des Finances du Qatar? Que tout va bien au Paris Saint-Germain? Ben, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on confie à l'Inspection générale des finances, c'est-à-dire quand même un corps qui est un corps d'élite ou qui se voit en tout cas comme l'élite. Il y a 200 personnes dedans aujourd'hui. Ce sont les hauts fonctionnaires qui rédigent aussi, qui préparent en tout cas ces textes fiscaux. On leur dit de juger le travail de leurs camarades, quoi. Donc c'est pas, il peut y avoir en tout cas matière à s'interroger. Dominique Régnier. Non, pour moi, il y a évidemment un problème, mais pas du tout dans les termes énoncés par Guillaume Pelletier. Oui, c'est ça. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout dans ces termes-là. Parce que lui, il dit Bruxelles, Bercy, l'ENA, même combat. Quoi. Et par ailleurs, il dénonce la dérive ultralibérale, je vous reprends ces mots d'Emmanuel Macron. Donc on ne sait pas, au fond, s'il y a trop de fonctionnaires ou pas assez, on a trop de régulation ou pas assez, on est un peu perdu. Non, c'est pas en ces termes-là, c'est caricatural. Mais par contre, ce qui est problématique, et c'est pas la première fois que ça se produit, c'est une irresponsabilité de fait de l'État. Je signale juste pour mémoire, parce que c'est un autre exemple, qui est l'affaire des portiques, qui tout de même a été extraordinairement coûteuse, enfin en plusieurs milliards, sans qu'on sache vraiment aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé au fond, ou qui a été responsable de cette espèce de fiasco. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté apprenti sorcier? Je pose aussi la question à Marc, à Bercy et chez les fiscalistes, où on a l'impression, ils le disent eux-mêmes dans le rapport, on ne sait plus très bien ce qu'on fait, où on va, ce qu'on a le droit de faire ou pas. Prenez la taxe sur les dividendes à 3%, elle a été décidée dans l'urgence en juillet 2012 dans le projet de loi de finances rectificative, juste après l'arrivée de François Hollande, parce que son ennemi étant la finance, il fallait taxer la finance et surtout il fallait trouver 2 milliards de recettes par an pour payer le contentieux sur les OPCVM précédents. Donc oui, ça a été monté à l'urgence, oui, ça a été fait. Et si vous prenez bien d'ailleurs, le nombre de projets fiscaux, de lois, de dispositifs fiscaux qui ont été invalidés par le Conseil constitutionnel, à commencer par la taxe à 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros, c'est légion, au point que le Conseil constitutionnel et un certain nombre d'experts disent qu'aujourd'hui, le premier garant de la dérive ou de l'imagination sans limite des technos de Bercy à la création fiscale, c'est le Conseil constitutionnel qui, le premier, dit « stop ». Là, ce n'est pas possible, c'est anticonstitutionnel, c'est égal. Le problème, c'est que sur cette taxe précisément, le Conseil d'État, en 2012, a été consulté et n'a pas vu la faille. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à Bercy et qu'il peut y avoir un problème. Il y a aussi parmi nos juristes, soi-disant les meilleurs experts de la nation, que ça pêche aussi. L'addition quand même, 10 milliards d'euros, le chiffre est frappant. Là aussi, ça exaspère pas un peu les Français de se dire, il y en a qui disent... je caricature, mais j'ai fait une connerie, chef, et ça coûte 10 milliards. Oui, mais surtout dans ce contexte, effectivement, on a l'impression, avec notamment un rapport qui dit c'est un concours de circonstances, on n'a pas fait exprès en substance, ça pointe aux yeux des Français une certaine incompétence et ça vient nourrir... Irresponsabilité, oui, ça vient nourrir ce sentiment de défiance envers les institutions politiques, notamment l'État, le gouvernement. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Marc Landré, on l'a déjà eu l'occasion d'évoquer dans cette émission, ça montre aussi parfois l'espèce de gap qu'il peut y avoir entre la politique politicienne et les annonces qu'on peut faire au cours d'une campagne et la réalité de la mise en œuvre des politiques publiques. On voit que, voilà, vous disiez, François Hollande est élu, il faut vite mettre en place une taxe sans se poser la question de sa recevabilité d'un point de vue juridique, sa faisabilité. Et là encore, ça vient nourrir, à mon sens, le sentiment d'une certaine, alors je ne sais pas si c'est de l'incompétence, mais en tout cas de la défiance des Français qui, effectivement, globalement, en ont marre et peuvent se dire à quoi ça sert tous ces fonctionnaires, tous ces acteurs pour qu'on en arrive là. Là où ça va aussi peut-être les exaspérer, et c'est là où ça devient aussi fort de café en bout de chaîne, c'est que qui va payer en partie la facture? Ah oui, par exemple, vous et moi, peut-être sur votre facture de mutuelle, enfin sur votre contrat de mutuelle, parce que c'est ce que commencent à nous dire les mutuelles. C'est-à-dire que comme elles vont être taxées pour compenser le fameux... voilà, etc., elles vont peut-être augmenter leurs tarifs. Et du coup, c'est vous, c'est moi qui, à notre échelle, allons payer quand même la facture. Donc là, peut-être que les Français, ça va les exaspérer un peu, oui. Un tout autre sujet que je vous propose d'aborder maintenant, c'est celui de cette Barbie, une Barbie voilée. Alors, ça fait belle lurette que Barbie n'a plus les cheveux blonds et les yeux bleus, c'est tant mieux. La poupée a même pris quelques kilos ces dernières années, mais la nouveauté, elle est voilée, elle est mise sur le marché. Son fabricant, le géant américain Mattel, nous explique que c'est en l'honneur d'une escrimeuse américaine qui est devenue en 2016 la première sportive américaine voilée à participer aux Jeux Olympiques. Ça vous choque, Adélaïde Zulfikar-Passic? Je vais faire un tour de table, mais en un mot, oui, non, la Barbie voilée Je dirais oui, parce qu'en avis, c'est plus du marketing qu'une conviction.
Jean-Marc? C'est évidemment du marketing. Mattel ne va pas bien, donc ils cherchent à se redéployer avec d'autres produits. Et le problème, c'est comme souvent, mais ce n'est pas la première fois, le marketing légitime une forme d'idéologie derrière. Enfin, ça donne une forme de poids, mais ce n'est pas la première fois. Hein. Je veux dire, vous prenez pardon de le dire, mais enfin, les pubs pour les voitures et les parfums où le corps de la femme est dénudé, ça légitime aussi une forme d'idéologie sexiste. Il a la voiture, il aura la femme. Voilà. Pub Audi des c'est années pas nécessairement mieux. Hein. Il a la voiture, il aura la femme. Dominique Régnier. Non, moi, ce qui me frappe simplement, c'est que d'un côté, on a des discours sur les jouets qu'il faut cesser de genrer. Et puis on va surgir un jouet voilé. Donc je trouve qu'on a des modes d'argumentation et de discussion qui sont complètement désarticulés. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Avec effectivement une forme d'hypocrisie, on peut peut-être le dire, parce que Mattel dit, mais c'est une forme d'émancipation puisque cette sportive a participé au JO, et voilà, et donc formidable. Alors, non, vous ne me demandez pas mon avis. Mais si, Marc, on vous demande. Je voulais juste accueillir Marwan qui nous a rejoint, mais allez-y. Moi, ça ne me choque pas. Ça me choque pas. À partir du moment où le port du voile est autorisé, je ne vois pas pourquoi on interdirait ou on serait choqué du fait qu'une poupée Barbie s'appelle l'argumentation commerciale derrière. Je suis d'accord, l'argumentation est contestable. Le fait de le faire, il faut l'assumer, c'est simplement. On cesse de parler de jouets non genrés. Oui. Alors, parce qu'on s'y perd. On ne sait plus ce qu'il faut faire aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire des jouets non genrés ou bien... Moi, je me rappelle quand ma fille était, c'est pas si longtemps que ça, elle est encore petite, il me dit qu'il fallait acheter des poupées noires. Non, parce qu'une poupée, elle n'est pas que blanche, il y a aussi des enfants noirs, donc il faut acheter une poupée noire. Donc si on achète une poupée noire, je trouve ça très bien, je ne vois pas pourquoi on n'achèterait pas une poupée voilée. Alors, j'accueille Marwan Hadji, qui va nous dire tout le bien ou le mal que pensent les réseaux sociaux de cette Barbie voilée et du voile en général, parce que le sujet est récurrent. C'est ça, comme vous en doutez, le voile, c'est un sujet qui prête à polémique sur les réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, c'était l'un des sujets les plus commentés, Barbie sur Twitter. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai vu #Barbie, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Polémique ou soutien pour la nouvelle poupée de Mattel, ce n'est pas la première fois que le hijab, le voile en arabe, fait réagir. Aujourd'hui, c'est la commercialisation de cette poupée qui représente l'escrimeuse très connue aux États-Unis, Ibtihaj Mohamed. C'est la première athlète voilée à représenter les États-Unis dans des compétitions sportives internationales. Alors oui, hijab, j'explique à Marc Landré, c'est un voile qui ne couvre que les cheveux, différent du niqab et de la burqa pour nos internautes, j'explique bien la différence. Et donc, Ibtihaj Mohamed, elle est très connue parce qu'elle a remporté notamment la médaille de bronze par équipe au championnat du monde de 2011, de 2012, de 2013. Bref, elle est très connue. Et aujourd'hui, elle s'en est réjouie sur Instagram de cette poupée. Elle a écrit « Je suis fière de savoir que les petites filles partout peuvent maintenant jouer avec une Barbie qui choisit de porter le hijab. C'est un rêve d'enfance devenu réalité. Et elle ne sera dispo qu'en 2018. Tant pis pour Noël. Pour Noël, c'est non. Si c'est un coup de marketing, je ne sais pas vraiment, parce que Mattel, en fait, c'est la deuxième année consécutive Barbie, ça marche plus. Si ? Je ne sais pas si ça marche plus, mais en tout cas, c'est la deuxième année qu'ils font une poupée qui représente une sportive. C'est pas la première fois. Pas la première fois parce que l'année dernière, il y avait l'athlète gymnaste afro-américaine Gabrielle Douglas. C'est la première femme noire à avoir remporté la médaille d'or par équipe et en individuel aux Jeux Olympiques de 2012. Et en dehors de Mattel, on a eu d'autres polémiques. On a eu aussi Nike qui, il y a quelques mois, en printemps si je ne me trompe pas, avait créé un hijab pour les sportives. C'était soutenu par l'athlète Manel Rostom. Et le slogan de la pub, c'était « Que vont-ils dire ?» Donc, ils savaient déjà qu'il allait y avoir une polémique. Et Manel Rostom disait justement, cette coach connue, il ne s'agit pas seulement de faire un produit disponible pour les musulmanes et les arabes, mais aussi de donner une chance à ces femmes qui étaient en train d'abandonner l'idée de porter le voile pour participer aux compétitions. Parce qu'en fait, le voile, ça fait des années qu'il a du mal à entrer dans les mœurs du sport. Il y a encore de nombreux sports où il n'est pas possible de le porter. Et il a fallu attendre 2014 pour que la FIFA l'autorise, par exemple. En printemps dernier, autre polémique, Gap avait présenté en vitrine des images de sa nouvelle collection avec notamment une femme qui portait le voile. Pourtant, dans sa collection, il n'y avait pas de voile. Il voulait juste me montrer la diversité des femmes qui pouvaient porter le voile. Et Gap avait expliqué ne pas vendre de hijab, mais que sa collection s'adressait à tout le monde, comme il y avait également Benetton quelques années avant. En 2016, je ne m'arrête pas, on avait Uniqlo qui commercialisait des voiles et des tuniques inspirées de la mode musulmane dans quelques pays et sur son site internet. Donc là, pour le coup, c'était étendu. C'était après les États-Unis et l'Asie. Et il y avait Londres qui accueillait les hijabs Uniqlo. Donc avant Uniqlo, il y avait d'autres marques qui avaient déjà fait la même chose. Sauf que d'habitude, c'était souvent pendant la période du Ramadan où
restreint aux pays musulmans. Donc c'est pour ça que ça avait choqué. Et ce dernier coup marketing, comme tu l'as dit tout à l'heure, intervient au moment où Wall Street Journal a rapporté que le rival Hasbro envisage de racheter Mattel. Hasbro qui possède Monopoly, hein, c'est bien ça? Effectivement, c'est ça. Marc Landré, je suis heureuse de vous dire que Huguette Guizard est d'accord avec vous. Ah bah, merci Huguette. Et Huguette nous dit que pourquoi pas une poupée voilée? Personnellement, je trouve ça normal. Les voilés, vous dites, ont aussi le droit d'exister. Alors effectivement, Et la FIFA l'a autorisé en 2014. Ça a été dit. Ah, La ça a été dit. Fédération française de football l'a interdit. ouais. le regrette. Mais il y avait eu, on le rappelait en préparant l'émission, une histoire c'était dans quel sport? Un sport collectif où le voile avait été interdit parce que pour des motifs de sécurité. C'était du hand, non? C'était du... Bon, on retrouvera. Le basketball l'interdit, Ouais. mais je ne sais pas quelle discipline l'interdit par rapport à la sécurité. Il y a aussi cette affaire, on l'avait souligné en son temps, du catalogue Ikea qui avait gommé les femmes, catalogue quand il était destiné ou à l'Arabie Saoudite ou aux populations dites ultra-orthodoxes en Israël. Donc il y avait les deux bouts de la... bon, tout ça, c'est du marketing, c'est du pur. Oui, c'est du marketing. Puis encore, il faut mettre des mots là où ils sont, appeler un chat et puis l'assumer. Voilà, moi, autant ça ne me choque pas qu'on fasse une poupée voilée, du moment que ce n'est pas du prosélytisme pro-niqab et qu'on ne fasse pas faire des prières de rue à Clichy. En l'occurrence, je veux dire, après, regardez cette photo-là qu'on voit, elle est très belle. Je veux dire, c'est pas ostentatoire, c'est pas... voilà, on a le droit de faire Il y de la avait pub, eu aussi un mouvement de boycott qui n'a pas dû prospérer au moment où Uniqlo, H&M et autres avaient commencé à mettre des burqas dans leur catalogue en Occident. Oui, ça n'a pas été très loin. Non, il y a contrario, vous avez une boîte comme Zara qui refuse de le faire. Donc ce sont des stratégies marketing, encore faut-il qu'elles soient assumées comme telles. Là, en tout cas, ça marche en termes de publicité. Je veux dire, Oui, on en parle. Voilà, On en parle. toute la presse a parlé de Barbie toute la journée. Oui. Même nous, ce soir. Voilà. Alors, je sais que vous brûlez d'impatience de parler un peu de foot après Barbie. Faut-il pleurer l'absence de l'Italie au prochain mondial? Marc Landré, vous pleurez? Vous avez Moi, pas je l'air. pleure plus pour le fait que Nadal ait déclaré forfait au Masters. Ah non, mais n'embrouillez pas tout, là. Nadal, c'est pas le foot, si je ne m'abuse. C'est ma réponse. C'est ma réponse. Franchement, ce n'est que du sport, ce n'est que du foot. Voilà, ils ont perdu, tant pis pour eux, ils ne seront pas au mondial, c'est triste pour les Italiens. Je sais qu'ils vont avoir du mal à s'en remettre, mais il me semble que la France n'avait pas été au mondial de 96, 94, on n'en est pas mort, on avait même gagné en 98. Jean-Marc. Il se trouve que ce matin, Éric Cantona était notre Voilà, invité sur France Inter. Et il on a l'a parlé écouté. un tout petit peu, en fin d'interview avec la Salamé, de cette élimination inattendue de l'Italie pour observer une chose, et je trouve que c'est assez juste. Il disait, il y a quelque chose de triste vraiment là-dedans, c'est Gianluigi Buffon. Buffon, le gardien. Le gardien quand même, Mythique. extraordinaire gardien italien qui en est, je crois, à 175 sélections. Vous imaginez, 175 Et ça aurait été sélections. ses sixièmes Ça aurait été mondiaux. ses je crois. sixièmes mondiaux. Et donc, au lieu de sortir sur un mondial, il sort sur ce piteux match nul face aux Suédois. Et c'est vrai que c'est une fin de carrière Et qui a un peu triste annoncé pour qu'il quand même mettait- une figure. Pour les gens qui aiment le football, Buffon, c'est une figure, en plus, c'est une figure assez éthique, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est pas juste un footeux, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un de bien, comme on dit, quoi, Buffon. Donc c'est vrai que c'est une sortie de carrière pour cette figure du sport qui est un peu tristouille, quoi. Un peu triste. Ce qui était assez émouvant d'ailleurs, c'est qu'il a dit que le temps filait vite en commentant le fait qu'il fallait qu'il s'arrête. C'est marrant parce qu'il a fait quand même une carrière extraordinairement longue. Et il a dit le temps file vite. Ouais, je trouvais ça assez beau finalement. C'est triste pour les Italiens parce que le rapport au foot est quand même central. Et c'est un pays qui ne va pas très bien, moi je trouve, l'Italie, pour d'autres raisons. Et donc c'est pas ça qui va... Ça ne va pas contribuer à je pense que ça fait partie des choses qui peuvent justement aider une nation intéressée au foot. Et les Italiens vont avoir des élections en mars qui sont un peu compliquées, et ça le sera davantage. Adélaïde. Ouais, j'allais dire un peu la même chose pour ne pas parler de foot, mais j'allais dire qu'effectivement pour les Italiens c'est triste parce pas que une bonne note. c'est fondateur pour eux. Et quand on voit effectivement des indicateurs comme ceux de l'Eurobaromètre, on voit que les Italiens n'ont pas le moral et qu'ils ne se sentent pas vraiment inclus, notamment par rapport à la question européenne. Ils sont très critiques par rapport à l'Europe parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été un peu abandonnés avec la crise des migrants. Et je pense que tout ça ne va pas contribuer à un sentiment un peu de... fédérateur. fédérateur et puis d'inclusion dans un mouvement collectif. Donc c'est assez dommage au-delà du foot. Juste, c'est un petit événement
événement quand même que les Italiens, parce que nous on l'a mesuré aussi dans l'étude qu'on a réalisée dans 26 pays, le rapport des Italiens à la démocratie, à l'Europe, pardon, c'est une nouveauté. Hein. Ils étaient parmi les plus pro-européens. Là, c'est vraiment, c'est cassé ça. Et c'est un petit événement, enfin même un événement considérable. Hein. C'est très lié à la crise des migrants. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre compte. Et oui, effectivement, la presse italienne ce matin titrait, en tout cas pour la Gazzetta dello Sport, c'est l'apocalypse, on est hors du mondial. Il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de nuit magique. L'Italie ne participera pas au mondial. Ce n'était pas arrivé depuis 1958. Voilà, l'Italie hors du mondial. Enfin, je vous passe les titres de la presse, mais c'était effectivement. Catastrophe nationale. On ne va pas jouer les prolongations parce que c'est la fin de cette émission, mais je vous propose de ne pas quitter Figaro Live avec un nouveau numéro de conversation tout de suite, conversation entre les pionniers de l'écologie, l'essayiste Pierre Rabhi et notre journaliste Marie-Laetitia Bonavita. Pierre Rabhi qui n'est pas tout à fait d'accord avec l'appel des 15 000 scientifiques sur le climat. Merci beaucoup à tous les quatre et à demain pour un prochain point de vue.